Le 2 avril 2014, deux amies d'origine néerlandaise se préparent à un voyage au Panama pour 6 semaines. Elles sont à l'aéroport, disent au revoir à leur famille, sans savoir qu'elles ne les reverront plus. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Moi, je pète la forme. Alors, cette vidéo devait sortir pour Halloween et j'ai un peu de retard. En fait, si j'ai pris du retard, c'est que à force de fouiller un petit peu tout le temps dans cette affaire, j'ai trouvé rebondissement sur rebondissement et je voulais pas bâcler la vidéo en fait. Donc c'est pour ça que j'ai bien pris mon temps pour tout vous raconter pépouze. Donc écoutez, il me reste plus qu'à vous dire, prenez un petit plaid, posez-vous parce qu'on va discuter pour un petit moment. On va plonger ensemble dans l'affaire Chris Kremers et Lisanne Froon. Pour commencer, on va faire un peu le portrait des deux amies. On a d'abord Lisanne Froon qui est née le 24 septembre 91 à Amersfoort. Amersfoort, aux Pays-Bas. Ses proches disaient que c'est une personne très dynamique, souriante, généreuse, optimiste et intelligente. Enfin bref, que des qualités. Elle est assez réservée et elle fait des études de psychologie appliquée. Elle a une grande passion, c'est le sport. Elle fait du volleyball et ça l'avantage plutôt pas mal puisqu'elle fait 1m84. Mais elle pratique aussi des sports extrêmes comme le parachutisme et l'alpinisme. Elle a des couillasses, ouais. Et en parallèle du sport, elle développe une passion aussi pour la photographie. Son amie, elle, Chris Kremer, est née le 9 août 92 à Amersfoort. Contrairement à Lisanne, elle est beaucoup plus extravertie, mais ça n'empêche qu'elle est tout aussi généreuse, gentille, intelligente, enfin ce sont vraiment deux bonnes personnes. De son côté, elle souhaite un peu plus se tourner vers l'histoire de l'art, puisqu'elle est passionnée par ce dernier, et puis en plus de ça, elle a fait du théâtre pendant de nombreuses années. Donc enfin bref, ce sont vraiment deux étudiantes classiques, tout ce qu'il y a de plus normal finalement, et donc pour célébrer leur diplôme et la fin de leurs études, elles se disent qu'elles partent au Panama, en Amérique latine. C'est à plus de 9000 km des Pays-Bas, mais ça leur fait pas peur, puisqu'en plus de ça, elles veulent améliorer leur espagnol et faire un peu d'humanitaire auprès des populations locales. Donc finalement, c'est tout bénef. Et ça reste des étudiantes, donc pour financer ce voyage, elles vont travailler toutes les deux ensemble dans un restaurant à Amersfoort. Nous sommes le 15 mars 2014. C'est le grand départ pour nos deux amies, pour qui un voyage de 6 semaines les attend. Leurs valises sont bouclées, elles sont à l'aéroport et profitent pour leur dire au revoir à leur famille. Malheureusement, elles ne savent pas encore, mais ce sera pour la dernière fois. Elles s'envolent direction San José, la capitale du Costa Rica, puis ensuite prennent un bus, direction Bocas del Toro, puis arrivent à leur destination, la Isla Colón. Et bien évidemment, dès leur arrivée, c'est le paradis. On rappelle qu'elles sont en Amérique latine, c'est des plages avec une eau turquoise de zinzing. Bref, elles vivent leur meilleure vie. Lisanne étant passionnée de photographie, elle a emmené son appareil photo, le Canon SX270 avec elle. Et vous l'aurez deviné, c'est grâce à ça qu'on a toutes les photos. Et vous l'ignorez sûrement, mais cet appareil aura une grande importance par la suite. Bref, nos deux amies s'amusent, et elle rencontre même deux Allemands avec qui elle sympathise, mais pas de flirt, ça reste quand même des filles assez sérieuses et elles sont pas là pour ça. En parallèle de ça, elles restent énormément en contact avec leurs parents, pour leur dire que tout va bien, que leurs vacances se déroulent à merveille, tout est carré. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais au bout d'un moment, il faut bien les faire de l'humanitaire. Après s'être prélassées sur la plage pendant 15 jours, le 29 mars 2014, elles prennent un bus direction Boquete. Alors pour vous situer un peu, Boquete c'est pas du tout l'endroit paradisiaque par excellence. On est loin des plages magnifiques dont les filles étaient habituées depuis le début. Boquete c'est plus un village entouré que de forêts. Mais c'est pas grave parce qu'elles sont pas là forcément pour profiter du paysage, mais pour faire de l'humanitaire comme on l'a vu avant. Ici, pas d'hôtel, mais elles logent chez l'habitant pour pousser l'immersion au plus loin. Elles profitent de leur dernière journée pour aller voir l'école dans laquelle elles vont faire du bénévolat, et puis en parallèle profiter un peu de la ville de Boquete, qu'elles ne connaissent pas du tout puisqu'elles viennent d'arriver. Alors elles se font une petite balade dans la ville, elles mangent au restaurant, bref, une dernière journée de vacances qui se passe à merveille. C'est officiellement le lundi 31 mars qu'elles commencent leur bénévolat. Et bien nous y voilà. Elles se préparent le matin, toutes contentes d'aller à l'école pour aider les locaux. Et je tiens à préciser que tout était clair avec l'école, c'est des filles qui restent sacrément bien organisées, et tout était carré, c'est-à-dire qu'elles devaient arriver le lundi 31 mars et faire du bénévolat pendant environ 2 semaines. Donc normalement, il n'y a pas de pépin. Sauf qu'en arrivant sur place, elles vont tomber de haut.
La directrice de l'école leur dit formellement qu'elles ne pourront pas travailler de la semaine et que vaut mieux revenir la semaine prochaine, soit le lundi 7 avril. Elles essayent de gratter un peu, mais il n'y a pas moyen, la directrice ne veut pas entendre un mot. Bon, les filles tombent un peu de haut, et je les comprends, mais bon, elles se dégonflent pas pour autant, elles restent quand même loin de chez elles, dans un paysage magnifique, alors elles vont en profiter. En regardant un peu la carte, elles découvrent un sentier qui s'appelle El Pianista. L'avantage avec ce sentier, c'est que c'est un one-way trail, c'est-à-dire que l'aller et le retour, c'est le même chemin. Vous faites l'aller, vous arrivez au sommet et vous repartez de là où vous êtes arrivé. Niveau difficulté, on est sur un truc assez costaud mais faisable. Et puis les filles sont assez sportives, donc normalement il n'y a pas de souci. La randonnée fait 8 km, vous comptez donc 4 km à l'aller, 4 km au retour, soit environ 4 heures de randonnée. Donc normalement c'est une randonnée qui, même si est un peu rocailleuse, peut se faire sans grande difficulté, et même si vous avez un sens de l'orientation assez moindre. Et puis dans un deuxième élan de motivation, elles se disent qu'après cette randonnée, le lendemain, elles en referont une, mais avec un guide, parce que celle-là est un peu plus costaud. Nous sommes le mardi 1er avril. Les filles se lèvent et s'apprêtent petit à petit à aller à la randonnée. Elles y vont très tranquillement, elles se lèvent vers 10h du matin, prennent un gros petit-déj, puisqu'elles se disent qu'elles attaqueront vers midi, la randonnée faisant 4 heures, elles reviendront vers 15h ou 16h. Elles auront donc largement le temps de goûter ou de manger. Elles préparent leur sac, papier d'identité, lunettes de soleil, une gourde et leur carte. Enfin, ce qu'il y a de plus classique. Au niveau de leur tenue, elles enfilent toutes les deux un débardeur et un short assez court. Alors pour partir en randonnée, c'est peut-être un peu light, mais à cette saison-là au Panama, il fait quand même assez chaud. Donc elles s'habillent en conséquence, elles ont raison. A noter que le petit-déj qu'elles ont pris juste avant était assez conséquent, elles prennent très peu de nourriture avec elles. Les voilà parties, on sait grâce à la première photo qu'elles attaquent à 11h15 la randonnée. Tout semble bien se passer, la randonnée est verdoyante, le chemin est magnifique, bref, on voit sur les photos, elles se régalent. Pareil, à 11h25, de nouvelles photos sont prises, mais cette fois-ci on y aperçoit Lisanne. Elle est entourée de grandes montagnes, atypiques de la région. Voilà, bon jusque-là, la randonnée est juste magnifique. Là je pense que vous et moi, on a tous envie d'y aller. Une heure plus tard, une photo nous montre que Lisanne et Chris commencent à emprunter le chemin qui semble être un peu plus technique. Ici c'est fini les grandes plaines ou les chemins tout tracés, on voit que c'est assez rocailleux et avec un dénivelé assez élevé. Mais c'est pas un problème pour elles, à 13h, elles arrivent en haut du sommet. Elles font plein de selfies, plein de photos, on les voit heureuses, sourire aux lèvres, et en même temps, elles viennent de monter la montagne, alors bien évidemment qu'elles sont contentes. Maintenant, elles n'ont plus qu'à faire demi-tour, elles reviennent de là où elles sont venues, et fin de l'histoire. Mais ça va pas se passer comme ça. En repartant du sommet, au lieu de repartir de là où elles venaient, elles vont dans l'autre direction. On va le voir sur les photos que Lisanne va prendre juste après, que le sentier n'est plus du tout le même. La végétation ici semble reprendre considérablement le dessus, et le chemin est de moins en moins bien tracé. Bon, elles savent qu'elles sont un tout petit peu égarées, pas de panique. Lisanne prend son téléphone et regarde si elle a suffisamment de barres de Wi-Fi. Elle en a une. Miracle, elle essaye de lancer Maps, mais le réseau passe très mal. On est quand même dans la forêt. Mais c'est pas grave, les amis ont quand même la carte et elles vont essayer de se repérer avec. Et cette photo, prise à 14h, le mardi 1er avril 2014, sera la dernière sur laquelle elles apparaîtront. Bon, il est 16h, l'heure à laquelle elles devaient rentrer, sauf qu'elles sont toujours dans la forêt. La panique commence petit à petit à monter et elles essayent à tour de rôle d'appeler les numéros d'urgence. Sauf que ça ne répond pas du tout. On va faire un petit point au niveau des batteries des téléphones. L'un affiche 44% et l'autre 22%. Et à 17h, soit une heure plus tard, le téléphone de Lisanne et de Chris s'éteignent en même temps. Alors pas de panique, c'est sans doute qu'elles ont voulu économiser la batterie et donc ont éteint leur téléphone en même temps. C'est tout. Normalement c'est l'hypothèse qui est admise jusque-là. Elles sont donc maintenant livrées à elles-mêmes dans la nature et la nuit commence petit à petit à tomber. Je vous le rappelle qu'elles n'ont pas du tout d'habits pour supporter le froid, elles sont en débardeur et en short. Le 2 avril, très tôt dans la matinée, après très certainement une horrible nuit, les deux téléphones s'allument. Les filles essayent encore une fois à répétition d'appeler le 911 et le 112. Mais encore une fois, ça marchera pas.
Est-ce que vous vous souvenez que juste après le sentier El Pianista, les filles voulaient faire un autre sentier avec un guide? Eh bien on est le lendemain et le guide les attend. Il les voit pas arriver, il commence à s'agacer et se dit qu'elle est en train de les planter complètement. Mais bon, il veut quand même faire son taf et il va voir là où logent les filles. En toquant à la maison de ces dernières, il tombe sur la propriétaire qui les héberge. Et stupéfaite, elle lui affirme que les filles n'ont pas dormi ici de la nuit, qu'elles ne sont pas du tout rentrées. Le guide va être surpris et va commencer à s'inquiéter. Il décide donc d'aller signaler la disparition aux autorités locales. C'est pas pour autant qu'ils vont s'inquiéter. Même pas trop en fait. C'est que le lendemain matin, que les fouilles vont être lancées pour essayer de les retrouver. Voilà. Tranquillou les mecs quand même. Sauf que ça fait une nuit de plus passée dans la forêt pour les filles. Le jeudi 3 avril, vers 7h, les recherches en hélicoptère commencent. En parallèle, le guide est investi pour les retrouver et va suivre le sentier El Pianista en essayant de trouver des pistes. Il va faire le même tracé que les filles, en arrivant au sommet et en passant de l'autre côté. Sauf que il va rien trouver. Au même moment, quelque part dans la forêt, les filles essayent encore une fois de joindre le 911. Sauf que toujours pas de réseau, c'est encore un échec. Au niveau des batteries des téléphones, l'un est éteint pour économiser de la batterie, mais l'autre arrive aux alentours de 4%. Le 4 avril, soit un jour plus tard, toujours aucune trace des filles. Le téléphone de Lisanne affiche maintenant 0%. En parallèle de ça, l'oncle et le père de Lisanne arrivent sur place à Boquete. Des battues et des recherches vont être organisées par les populations locales pour essayer de retrouver les filles. Et les autorités vont même montrer des portraits des deux jeunes filles aux autochtones, en espérant que l'un d'eux aurait aperçu les filles. Mais il n'en est rien de concluant. Ça fait maintenant 10 jours que les filles ont disparu. Du 5 au 10 avril, aucun signe de vie des deux jeunes filles. Sauf une fois. Le téléphone de Chris a émis un dernier signalement, mais sans jamais entrer le code PIN. Alors, est-ce avec la fatigue, le manque d'eau et la faim qu'elle aurait voulu allumer son téléphone, mais qu'elle aurait oublié complètement le code PIN, ou est-ce une intervention extérieure, et de toute évidence, la personne ne connaîtrait pas le code. Le 8 avril, les parents de Chris sont arrivés à Boquete, mais les autorités sont formelles et annoncent qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir et que les recherches vont bientôt s'arrêter. Les filles de leur côté donnent de moins en moins de signes de vie. Il y a seulement une dernière fois le téléphone de Chris qui va rester allumé encore une fois pendant 1 heure, avant de s'éteindre définitivement par manque de batterie. Après 14 jours de recherche, les autorités annoncent la fin des recherches. Ça fait déjà 2 semaines que les filles sont dans la forêt, aucune trace n'a été trouvée, que ce soit par les autochtones, le guide ou même les autorités, et de plus, ces derniers temps, il a beaucoup plu à Boquete. Ça devient très compliqué de mener des recherches. 2 mois plus tard, le 11 juin 2014, un autochtone qui habite dans la forêt se balade dans cette dernière. Il fait son chemin habituel, et au loin, entre 2 rochers, il aperçoit un objet, posé. Il s'approche doucement et voit un sac à dos. Il ouvre ce dernier pour voir ce qu'il y a dedans. Le contenu du sac est très simple. 2 paires de lunettes de soleil, une gourde vide, des papiers d'identité, 2 soutiens-gorge et un fameux appareil photo. Alors, cette trouvaille n'a pas été faite sur le sentier El Pianista, mais à 9 km de ce dernier. Alors, 9 km en soi, c'est pas excessivement loin, mais on reste quand même dans la forêt, les chemins sont pas tout tracés, ça rajoute une petite difficulté quand même. L'autochtone ramène donc les affaires aux autorités, et en plus de ça, ce qui est étonnant, c'est que les affaires sont en parfait état. Les enquêteurs vont se rendre compte qu'il s'agit bien du sac à dos de Lisanne et Chris. Ils s'empressent de fouiller l'appareil photo en essayant de trouver peut-être des preuves. Et ils vont en trouver. Et ce qu'ils trouvent, c'est les photos qu'on a vues ensemble, des 2 filles qui se baladent sur le sentier et qui vivent leur meilleure vie. Mais ils vont découvrir de nouvelles photos, qui ont été prises bien après le début de leur randonnée. Les photos que vous allez voir ont été prises le 8 avril, entre 1h et 4h du matin, et on en compte plus de 90. L'atmosphère de ces photos sont pesantes. Il n'y a pas de sujet, on voit pas grand chose. Le fond des photos reste très sombre et seul le flash vient nous éclairer quelques zones d'arbres ou de la pluie. Mais d'autres photos vont s'avérer beaucoup plus étranges. Sur celle-ci, on y voit des déchets d'un plastique. Le même plastique qu'on retrouvera dans la chambre des filles. Une autre photo, on y voit un papier déchiré, on comprend pas bien ce que c'est. Eh bien, c'est la carte que les filles avaient pour se repérer. Et attention, il
Il y a la photo d'après qui, moi, me donne personnellement la chair de poule et je trouve la plus terrifiante. Ce sont des cheveux roux, pris en gros plan, des cheveux qui rappellent étrangement ceux de Chris. Non loin de là où a été retrouvé le sac à dos, quelque chose d'autre va être retrouvé. Sur un rocher non loin de là, le short de Chris est retrouvé, mais super bien plié, c'est-à-dire que c'est mieux plié que mes affaires. Après, c'est pas dur. J'avoue, c'est pas dur. Mais alors, est-ce que quelqu'un l'a posé ici ? Ou est-ce Chris qui a voulu traverser la rivière peut-être et a posé son short ici ? Permettez-moi d'en douter. Le 19 juin, le guide et 5 autres personnes vont faire une découverte majeure. En refouillant une énième fois la forêt, ils vont trouver derrière un arbre des restes humains. Et j'aimerais juste que vous mettiez un truc en tête, c'est que cette zone a déjà été fouillée plein de fois, autant par le guide que les enquêteurs, que les autochtones. C'est assez mystérieux qu'ils apparaissent comme ça. Bref, qu'est-ce qu'ils trouvent précisément ? Ils trouvent une paire de chaussures avec un pied dedans. C'est pas hyper glamour, je sais, mais à qui appartient ce pied ? Eh ben, je vous laisse pas de suspense, mais il appartient bel et bien à Lisanne. D'après les scientifiques qui vont analyser le pied, ce dernier a été victime d'une lourde chute qui a provoqué une grosse, même très grosse fracture. D'après leur hypothèse, ça peut être dû qu'à une très grande chute. Le 10 août, dans la rivière, des fragments de côte vont être retrouvés. Et il s'agit bel et bien ceux de Chris. Bon, maintenant on sait qu'elles sont bien évidemment décédées, et les enquêteurs, pour eux, c'est fini. Ils tirent leurs conclusions. Les deux jeunes filles se sont aventurées trop loin dans la forêt. Impossible de trouver du réseau, elles auraient continué tant bien que mal à retrouver leur chemin. Puis se dresse devant elles un pont de singe. Alors, pour ceux qui savent pas, un pont de singe, c'est les ponts qu'on retrouve généralement dans les films d'aventure, typiquement Indiana Jones. Sur ce dernier, Lisanne et Chris auraient glissé, entraînant leur chute potentiellement mortelle. La rivière aurait emporté leur corps un peu plus loin, et par la violence du courant, aurait dispersé les parties du corps. Bon, du coup, à partir de ce moment-là, plein de théories vont naître. Et il y a une théorie que je vais vous partager, que je trouve assez intéressante, qui va être pas mal explorée par les enquêteurs, c'est celle de la mauvaise rencontre. Ce qui va les interpeller, c'est que premièrement, l'endroit où le sac a été retrouvé, l'autochtone affirme qu'il y est passé plein de fois et jamais il ne l'a vu. Pour lui, il est sûr et il affirme qu'il n'y avait rien. Et en plus de ça, on l'a vu ensemble, les affaires sont en parfait état. Je veux dire, elles ont quand même passé 2 mois dans la jungle, et si le sac à dos était sur le dos des filles, pourquoi il n'a pas été emmené plus loin dans la rivière ou juste détérioré complètement ? Mais l'ultime partie sombre de cette hypothèse, c'est dans l'appareil photo. La dernière photo qui montre les filles heureuses est numérotée photo 508. Et la première photo de la longue série mystérieuse commence à 510. Ce qui fait qu'entre 508 et 510, il manque une photo. La photo 509. Alors, cette photo 509 est apparemment supprimée dans les fichiers. Elle est introuvable, indécryptable. On ne connaîtra jamais le contenu de cette dernière. C'est assez mystérieux. Alors, ça peut très bien être une défaillance de l'appareil photo, mais ce serait bizarre que ce soit pile la photo qui pourrait potentiellement faire le lien entre avant le début de la tragédie et après. Ou alors, est-ce que c'est une suppression manuelle de quelqu'un qui a été pris en photo et dont il aurait voulu faire disparaître toute preuve ? Et même si cette hypothèse donne la chair de poule, je vais pas vous le cacher, elle est très vite exclue par les enquêteurs. Et mettons que ce soit un assassinat. Quel aurait été l'intérêt pour le tueur de laisser les filles appeler la police ? Juste ça, ça peut débunker cette hypothèse. Après, libre à vous d'y croire. Bon, malgré toutes ces théories qui vont fleurir, laquelle est la plus plausible ? Après 2 heures de randonnée, les filles se prennent en photo, heureuses et souriantes. Elles décident de repartir, mais se trompent de chemin. Elles s'engouffrent de l'autre côté de la montagne, et après 4 jours passés dans cette dernière, Chris a un accident qui la blesse, ou dans le pire des cas, la tue. Lisanne est donc seule, avec son amie qui ne peut pas bouger, et essaie avec le flash de l'appareil photo de se faire voir, ce qui expliquerait les 90 photos assez mystérieuses, mais sans résultat. Elle essaie de prendre le téléphone de son ami, le dernier qui possède encore de la batterie, mais elle ne connaît pas le code PIN de son ami. Et malheureusement, elle finit par mourir de faim, et le courant emporte le corps des 2 jeunes filles. 10 ans plus tard, en 2024, il y a encore pas mal de zones d'ombre. Notamment le fait qu'elle soit passée inaperçue dans la forêt. Je m'explique. La forêt, aussi hostile soit-elle, il y a des autochtones qui y vivent.
des gens qui sont habitués des lieux et pour qui la forêt est très familière. Elles auraient marché environ une semaine sans que personne ne les voie, sans qu'aucun autochtone ne les aperçoive ou ne les entende. C'est quand même une zone d'ombre qui est assez bizarre, puisque c'est sûrement un coup de malchance. Une autre théorie pointe aussi le guide. Alors attention, ce ne sont que des rumeurs. Le guide serait réputé pour bien choisir ses clients, puisque généralement il choisit que des clientes, donc des femmes. Et en plus de ça, c'est lui et son équipe qui vont faire les trouvailles majeures de l'enquête, alors que la zone a été ratissée plein de fois et que jamais ils ne les ont trouvées. Mais bon, je vous rassure, il ne sera jamais interrogé ni soupçonné. Aujourd'hui, il continue son métier dans la même région, et même un très bon guide en fait. Et encore aujourd'hui, il y a plein de théories, diverses et variées, du paranormal, du trafic d'organes, du trafic d'humains, etc. Des choses très sombres, mais on n'a pas de preuves, donc en soi, tout est entendable. Voilà, j'espère que cette histoire vous a passionné autant que moi. Personnellement, je trouve que c'est une des histoires où on veut savoir le plus ce qui s'est passé parce qu'elle est très proche de nous. Ça reste juste deux personnes qui partent en vacances, qui font une randonnée et ça tourne mal. Je veux dire, ça peut très bien tous nous arriver. Alors je vous le souhaite pas par contre, mais ça peut arriver. Donc attention, je vous le dis. Axel il vous le dit, faites attention quand vous allez en randonnée. Voilà. De rien. Non mais, y a pas de quoi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des théories à proposer en commentaire ou juste si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Et pareil, si vous avez aimé, un petit like, tu t'abonnes, ça coûte rien, c'est gratos. Et je vous dis à une prochaine histoire. C'était Axel pour vous servir. Au revoir.